13h, l'information sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Nous parlerons de cette fin de mission pour l'ambassadeur d'Iran en Côte d'Ivoire. Le diplomate est allé faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. L'audience au palais présidentiel a porté sur 2 points essentiels: la coopération bilatérale entre l'Iran et la Côte d'Ivoire et les tensions au Moyen-Orient. Nous verrons la peste porcine africaine. L'alerte reste encore élevée après le compte de 5 épizooties en seulement 10 ans. À Grand-Bassam, les experts et autorités cherchent une nouvelle stratégie pour protéger la filière porcine. Et puis le Mozambique célèbre ce jour ses 50 ans d'indépendance sous l'ombre d'une alerte de Human Rights Watch. L'organisation révèle l'enlèvement de plus de 120 enfants depuis le début de l'année 2025. Coopération Côte d'Ivoire-Iran dans un contexte de guerre que vit ce pays du Moyen-Orient. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu l'ambassadeur d'Iran. Outre la situation de conflit, l'évolution de la coopération avec la Côte d'Ivoire a été évoquée. Le diplomate en fin de mission dans notre pays a ainsi fait ses adieux au chef de l'État, suivant ce récit par Mahama Traoré, Lamine Dramé et Jamasso. En poste depuis mars 2022, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran est venu faire ses adieux au chef de l'État ce mardi. Durant ses 3 années de fonction en terre ivoirienne, Amir Hossein Nigbin dit avoir constaté une évolution dynamique de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays. Il se dit confiant pour l'avenir. Et j'ai remercié Monsieur le Président de la République pour tout ce qu'il a fait, ainsi que de soutenu pour le renforcement des relations entre les 2 pays. Je remercie une autre fois Monsieur le Président de la République, le ministère des Affaires étrangères pour leurs efforts pendant les 3 dernières années dans le sens du renforcement des relations entre les 2 pays. Et je demande aux tout-puissants aussi les meilleurs pour le Président de la République de Côte d'Ivoire, pour le gouvernement ainsi que le peuple ivoirien. Lors de cet entretien, les 2 personnalités ont évoqué l'actualité mondiale dominée par la guerre qui oppose depuis quelques jours Israël à l'Iran. Je lui ai donné un rapport sur les différents derniers événements et j'ai bien expliqué le cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu, c'était à la proposition de l'autre partie avec la médiation des pays amis. Et nous avons réitéré que si l'autre partie respecte ses engagements, on va le faire aussi. L'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la République islamique d'Iran date du 4 septembre 1975. Voilà une coopération aussi vieille que le concept de bonne gouvernance. Et pour 2025, le plan de travail annuel budgétisé est passé au crible par le comité technique du programme national de lutte contre la corruption. On en sait plus dans ce développement de Brouillapo et Sidonie Davila. Une séance de travail pour examiner et valider le plan de travail annuel pour l'année 2025. Le point de départ, c'est l'opérationnalisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, SNLC, adoptée par le gouvernement en juin 2024. La réunion de ce jour vise à présenter le programme national de lutte contre la corruption et l'avant-projet du plan de travail au titre de l'année 2025, à identifier les activités réalisables sur les 6 derniers mois de l'année 2025 en prenant en compte les contraintes de temps et la disponibilité des ressources financières. L'un des temps forts de cette rencontre est la présentation par le directeur des études de la coordination, de l'évaluation et de l'assistance de l'avant-projet du plan de travail annuel 2025 assorti de son budget. Le programme national s'articule autour de 4 composantes majeures, allant du renforcement du cadre juridique au contrôle. Chacune de ces composantes est portée par un ministère chef de file, garant de son bon déploiement. Une administration en pleine transformation. Parlons numérique à présent avec des solutions toutes faites pour les administrations publiques et privées. L'idée, c'est d'aider le gouvernement ivoirien à atteindre l'objectif de 0 papier à l'horizon 2030. C'est une ambition bien marquée au récent B2B Digital Day, un événement qui réunit déjà depuis 4 saisons experts, chefs d'entreprise et spécialistes du digital. Le détail avec David Soyo.
Un panel 4.0 s'ouvre à la 4e édition du B2B Digital Day, un rendez-vous numérique pour promouvoir les bonnes pratiques dans l'univers digital. Ces échanges sont une invite aux entrepreneurs et administrations publiques et privées à saisir les opportunités qu'offre le digital pour atteindre l'objectif de zéro papier à l'horizon 2030. À un moment ou un autre, l'administration aura besoin pour les usagers, pour les frais à payer, d'avoir des acteurs sur lesquels il pourra se reposer. Et nous entendons être un de ces acteurs-là pour l'accompagner dans sa stratégie de zéro papier à horizon 2030. Transformation de la culture managériale, résistance au changement, utilisation de l'intelligence artificielle, autant de solutions proposées par les panélistes. Cet événement consacré à la digitalisation des entreprises est une idée de Jean-Luc Nyankouri, commissaire général du B2B Digital Day. L'objectif, c'est de permettre à ceux qui ont du mal encore à se transformer de venir voir ce que les autres ont fait, écouter les solutions appliquées et qui ont permis à des entreprises de mieux digitaliser. Cette initiative cadre avec la vision du gouvernement et même la vision du chef de l'État qui a déjà précisé dans plusieurs de ses discours que la digitalisation est un des leviers de croissance qui va nous permettre de pouvoir dynamiser notre économie. B2B Digital Day s'inscrit également dans le plan national de développement 2021-2025 du gouvernement ivoirien. Il s'agit de digitaliser les administrations publiques pour apporter rapidement des réponses aux usagers. Et lorsque tout se dématérialise, des anges sont aux commandes de l'économie. Et attention, nous ne sommes pas sur des nuages. Coup de grâce peut-être pour vous. Toute cette semaine, la World Business Angel Investor Week 2025 se tient et promet des investissements providentiels aux projets innovants. Ce réseau d'investisseurs réunit des acteurs économiques, institutionnels et entrepreneuriaux autour d'un sujet commun, renforcer les partenariats au-delà des frontières pour soutenir les jeunes entreprises. Je n'en dis pas plus, on en parle avec Abigail Niava et Léon Pro. Réunis autour d'un même objectif, investisseurs, entrepreneurs et institutions croisent leurs regards sur les conditions de développement économique à travers l'investissement providentiel. La World Business Angel Investors Week 2025 s'ouvre sous le thème « L'entrepreneuriat sans frontières, faire avancer les partenariats pour un avenir durable ». Qui dit Business Angel dit accompagnement des entrepreneurs et dans l'écosystème local, avec les réalités qu'on connaît, les difficultés d'accès au financement, il était important qu'on puisse se réunir autour d'un forum comme celui-là pour l'encourager et le rendre plus efficient. On peut investir dans l'agriculture, mais aujourd'hui, il est temps maintenant d'investir dans l'innovation. Dans un monde en constante évolution, les participants s'interrogent sur la manière de bâtir des écosystèmes entrepreneuriaux plus accessibles où l'initiative privée peut contribuer à répondre efficacement à des besoins concrets. Je souhaite lancer un appel à penser l'entrepreneuriat autrement, comme un mouvement collectif, interconnecté et stratégiquement aligné aux priorités de développement de notre continent. La World Business Angel Investors Week invite à repenser les pratiques afin de rendre les systèmes de soutien aux entreprises plus accessibles et mieux coordonnés. Alors que tout est à l'innovation, tâchons aussi d'éradiquer les maux et la filière porcine est en position de force contre la peste. À Grand-Bassam, la riposte s'organise autour de ce fléau silencieux. Une rencontre nationale pour affiner la stratégie de lutte depuis 2014. La peste porcine africaine a refait surface en Côte d'Ivoire et menace à la fois les élevages, mais aussi les assiettes. Juliette Ouéa. Non transmissible à l'homme, la PPA ou peste porcine africaine constitue le principal obstacle au développement de la filière en Côte d'Ivoire. Forte fièvre, perte d'appétit, rougeur cutanée et vomissements, voici quelques symptômes de la maladie. Le virus résiste plus de 1000 jours dans la viande. En 2024, plus de 100 000 porcs malades ont été abattus. C'est un préjudice pour environ 1400 éleveurs. Il s'agit de passer au repeuplement
bientôt. Mais pour ce faire, il faut que l'indemnisation se fasse. Donc les éleveurs sont en souffrance et ils sont en attente de cette indemnisation. Pour endiguer la peste porcine africaine, la direction des services vétérinaires et du bien-être animal et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture passent à l'action. Il faut renforcer la stratégie nationale de lutte. La maladie est sous contrôle. Tous les continents font face à cette maladie-là, où nous n'avons ni vaccin ni traitement qui existe. Alors face à cela, il faut adapter la stratégie. La stratégie va viser à rendre la filière beaucoup plus résiliente, à éviter l'introduction du virus dans nos pays ou éviter la propagation et une riposte rapide avec la participation active des éleveurs. Pour cette stratégie-là, la FAO apporte un soutien d'abord technique et un soutien financier pour pouvoir aider la conception et la valorisation de cette stratégie. En Côte d'Ivoire, la filière porcine, c'est plus de 60 milliards de chiffre d'affaires et 30 000 emplois directs. Santé animale à l'environnement humain et ce sont des femmes qui portent haut les couleurs de la résilience et en ce moment tout se fait en vert. Les femmes transforment les défis écologiques en opportunités durables. 10 femmes africaines ont été distinguées pour leur engagement dans les énergies vertes au cours de la 3e édition de Mères Gages de Vert, une célébration au cœur d'Abidjan, ville verte et écologique entre reconnaissance et inspiration. Roxane Ambaché et Jean-Marc Djadji nous racontent les faits. 10 femmes honorées pour leur dévouement à la cause verte au cours de la 3e édition de Mères Gages du Vert. Une initiative de Winning Light Group qui vise à encourager et mettre en lumière les femmes travaillant dans le secteur de l'environnement et des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. En 3 éditions, nous avons identifié et valorisé les femmes dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et en Afrique à travers leurs projets en énergie solaire, photovoltaïque, efficacité énergétique, agroécologique, en économie circulaire, en éducation environnementale ou encore en innovation verte. Construire une plateforme d'échange et de renforcement des capacités pour qu'elles deviennent des ambassadrices locales et internationales de la transition écologique. Accompagnée par plusieurs partenaires, Adie Silas Metch, parrain de la cérémonie, a rendu hommage et exprimé la reconnaissance de la nation à ces braves dames. Je voudrais donc vous féliciter pour l'intérêt que vous accordez à la conscientisation de la préservation de notre environnement si précieux pour la bonne santé des Ivoiriens. Ce pan de votre action, je peux vous l'avouer, est une priorité pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui met tout en œuvre pour faire agir tous les secteurs d'activité pour le bien-être des Ivoiriens. Depuis la première édition 2023, Mères Gages du Vert a honoré une 50aine de femmes à travers l'Afrique. Et d'autres femmes bâtissent l'avenir dans le silence, mais avec une force inébranlable. Elles sont au cœur du système social et des cellules familiales. Elles sont les mamans de SOS Village d'enfants à Abobo, à Boisseau et à Yamoussoukro. Ce sont des dizaines d'enfants, d'histoires et d'espérances qui reprennent vie grâce à une famille de substitution. Les SOS Village d'enfants célèbrent des décennies de reconstruction sociale où chaque sourire témoigne d'un avenir possible. Sidonie Davila et Vao Clao Richard nous y emmène. Defao Batois, étudiant en mine géologie pétrole. Aline Désiré Dido, infirmière en Angleterre. Léon Kouakou, pâtissier. Tous ont grandi dans un village SOS d'enfants en Côte d'Ivoire. Grâce à une prise en charge complète, ces jeunes devenus adultes ont su tracer leur voie. De là où j'étais, je n'allais pas à l'école. Je vivais avec ma grand-mère dans une maison en bois. Et depuis mon arrivée à SOS, je me suis mis écrit et je dis énormément merci à SOS Village d'enfants. Ça a été les meilleurs souvenirs et expériences pour moi, parce que étant enfant unique, même le partage, je l'ai appris ici. Et vivre en famille, en frères et sœurs, c'est ici que j'ai appris toutes ces choses. Étant ici déjà, SOS nous a déjà forgé, nous a donné aussi les rudiments aussi pour pouvoir affronter aussi les réalités de la vie. Abobo, le doyen des SOS Village d'enfants, fondé en 1971, a été le premier à ouvrir ses portes aux enfants privés de protection parentale. En 54 ans, des générations entières y ont trouvé un foyer. SOS Village d'enfants est une idée de Herman Meiner,
jeune étudiant alors d'origine autrichienne qui, en 1949, a trouvé bon de mettre en place un modèle de prise en charge, n'est-ce pas, de type familial, avec une mère au centre. Son idée s'est développée et a atteint l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. Plus tard, en 1983, SOS Village d'enfants d'Aboisseau a vu le jour. Il a été créé pour répondre à un préjugé socioculturel qui est le 10e enfant en région du Saint-Louis, qui n'a donc pas le droit de vivre selon la coutume locale. Et donc ce village a permis à ces enfants-là de pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Aujourd'hui, ce sont des adultes qui sont insérés dans la société. Depuis 40 ans, SOS Village d'enfants d'Aboisseau abrite des enfants fragilisés en leur redonnant espoir, éducation et amour. Le Benjamin de la famille, SOS, village d'enfants de Yamsoukro, célèbre cette année une décennie d'engagement. Dans les zones centre, nord et ouest, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été abandonnés du fait de cette prise post-électorale. Donc c'est ce qui a motivé la création de ce village parce qu'il fallait aider ces enfants-là. L'essence même des villages SOS réside dans ce modèle unique. Offrir à chaque enfant une vie de famille stable, avec des frères et des sœurs de cœur et une maman SOS. C'est facile aussi dans l'ensemble quand toi-même tu aimes ce métier, de voir encadrer enfants d'autrui. Il faut donner de ton temps, il faut être vraiment disposé, disponible. Si tu n'as pas toutes ces qualités-là, et puis beaucoup d'amour envers ces enfants-là, c'est pas facile. C'est dans ce cocon que Jean-Baptiste a grandi. Aujourd'hui, premier de sa promotion, il est devenu la fierté de tout le village. Au niveau du Sud Comoï, l'école primaire Emmanuel Maïne, c'est lui le fondateur de SOS Village d'enfants. Cette école-là est renommée pour le bon enseignement que les professeurs donnent aux différents élèves. Même quand on fait les pourcentages, les fins d'année, le pourcentage CP à peu près étant 100%. Au-delà de l'amour et de la protection, cette maman transmet aussi son savoir-faire, un passage de relais, symbole de confiance et d'autonomie. Orphelins ou séparés de leurs parents pour des raisons dramatiques, ces enfants retrouvent ici une famille, une éducation et surtout une stabilité affective et sociale. Pour la vision ici en Côte d'Ivoire, nous travaillons à faire en sorte que SOS Village d'enfants en Côte d'Ivoire soit la structure de prise en charge de remplacement de référence pour l'État de Côte d'Ivoire. Et nous voulons faire en sorte que chaque enfant puisse s'épanouir dans une famille qui respecte les droits de l'enfant, qui lui accorde la chaleur et l'affection familiale. Ce modèle de prise en charge ne pourrait exister sans le soutien indéfectible des généreux donateurs. Pour moi, il est toujours bien de donner de l'espoir à tous ceux qui en ont besoin. Et le prix est dans la mesure des possibilités de tout un chacun. Nous avons souhaité apporter notre contribution. Hormis notre personne, le conseil régional apporte un appui, une subvention au village SOS. Entreprises, citoyens, c'est grâce à ces donateurs que la scolarité, les soins, les loisirs des enfants sont assurés. Mais les besoins restent importants. Nous devons pouvoir avoir des ressources régulières pour une prise en charge holistique de qualité. Aujourd'hui, nous avons un besoin qui est l'éclairage public du site. Et nous lançons donc un appel aux autorités compétentes pour nous permettre de pouvoir avoir au moins 8 lampadaires. Depuis 3 ans, on a un minibus qui est censé convoyer les enfants pour les activités à l'extérieur du site, mais qui n'est pas fonctionnel. On a un aire de jeu qui n'est vraiment pas adapté, qu'on aurait eu besoin d'un peu plus d'outils informatiques pour satisfaire la demande. Le parrainage, qu'il soit moral, financier ou en nature, est un levier essentiel. Pour contribuer, c'est tout à fait simple. On a le parrainage avec les fiches d'inscription. Se rendre au village, comme aller sur le site SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire, sur le site www.sos.ci. Pour les contributions en ligne, on a aussi les comptes de paiement à distance à travers les téléphonies. Et ça, on a aussi ces éléments-là sur le site Internet. Plus d'un demi-siècle que SOS Village d'enfants transforme des vies en Côte d'Ivoire, d'Abobo à Yamsoukro, en passant par Aboisseau. Ils offrent foyer, avenir et amour. Bâtissant ainsi les citoyens de demain, continuons ensemble cet héritage d'espoir.
Voilà ce beau tableau des villages SOS, village d'enfants, l'expression même de l'amour pour changer une vie. Et nous partons à présent dans la ville de Daloa où les femmes montrent leur puissance dans le secteur minier. Réunies en société minière, elles s'engagent à la responsabilité sociale, nous dit Gotra Okambawa. Dans un environnement minier encore dominé par les hommes, les femmes veulent bousculer les codes pour se faire également une place. C'est l'engagement des femmes de la société minière de l'Alobo de Daloa qui viennent de mettre sur pied une association. Elles entendent promouvoir la solidarité et inspirer les futures générations. Nous allons travailler à inclure toutes les femmes, de sorte à ce que chaque femme se reconnaisse en différentes femmes qu'elle verra et permettre le développement socio-économique et le bien-être de tous les membres de notre association et aussi les femmes des villages impactés. L'objectif est de créer un espace d'échange. Cette démarche, soutenue par les responsables de la mine, traduit une évolution positive de la gouvernance minière, où la promotion du genre trouve toute sa place. Vraiment une bonne opportunité. Et nous, en tant que compagnie, on a pour ambition de donner aussi la place qu'il faut aux femmes dans le secteur des mines. On est là pour leur donner des opportunités, pour leur permettre de s'exprimer et leur dire que nous, les hommes, on n'est pas contre leur évolution. Les femmes ne connaissent pas ce secteur-là, mais parce que le secteur minier est victime de préjugés. Et justement, ces associations de femmes sont des plateformes pour pouvoir s'édifier les unes des autres, de pouvoir faire la promotion du secteur minier pour susciter des vocations, mais aussi pouvoir se donner des conseils et s'entraider dans des cadres, avec des programmes de mentorat ou des programmes de jumelage. Par cette investiture, ces femmes posent des bases d'une gouvernance minière inclusive avec une vision tournée vers l'avenir et le progrès social. Et voilà des femmes inspirantes qui participeront certainement au développement local dans ces localités avec de gros besoins vitaux, notamment à Goberi. L'eau coule désormais et nourrit l'espoir d'un développement certain. C'est l'œuvre de l'ONG Habitat for Humanity, un pas de plus vers la dignité pour ces populations dans cette localité. Régis Kofi. De l'eau et des sanitaires pour le village de Goberi, situé dans le Côte-d'Ivoire. Résultat d'efforts conjugués des ONG Global Water Challenge, Habitat for Humanity Côte d'Ivoire et une entreprise intervenant dans la cacaoculture. Cet important projet a permis d'obtenir les résultats suivants. Installation de 2 forages solaires, mise en place de 2 comités de gestion de points d'eau et formation des membres des comités, formation de 1000 membres des communautés bonnes pratiques d'hygiène, formation de 724 élèves aux bonnes pratiques d'hygiène, formation de 200 filles en gestion de l'hygiène menstruelle, mise en place de 2 jardins maraîchers et formation de 20 femmes aux activités agricoles par la NADER. Des installations qui vont transformer radicalement le quotidien des populations. Aujourd'hui, l'eau que j'ai vue, l'eau là à côté de moi maintenant, si j'envoie mes maniocs là, je peux prendre manioc là maintenant, je vais prendre l'eau là pour laver manioc là bien, pour faire attiquer là. C'était vraiment difficile pour avoir de l'eau. Il faut te réveiller matin très tôt pour aller au moins pour avoir que 20 litres ou bien 40 litres pour se dérouler toute la journée. C'était vraiment difficile. Le projet accès à l'eau et à l'assainissement pour les communautés vulnérables ne s'arrête pas qu'à la remise d'infrastructures. À Goberi, il faut ajouter la formation destinée aux femmes sur l'agriculture durable avec à la clé la mise en place de 2 potagers communautaires. Et pendant que l'eau purifie d'autres villages, compte d'autres changements. Et à Satama Sokura, on comptabilise les actions posées pour la cohésion sociale. Suivons ce reportage de Djeneba Ouattara, commenté par Soro Corona. Satama Sokura, commune du département de Dabakala. Il est 21h. La cour de la mairie est bondée du monde. Un rassemblement se justifiant par le concert offert à la population par la mairie en collaboration avec une structure événementielle. Des humoristes tels que le magnifique Papa Dabou et des artistes chanteurs dont Bijou Dabo, invités spéciaux, ont tour à tour gratifié le public venu nombreux de belles prestations au cours de cette rencontre festive. Pour le premier magistrat de la commune, cette soirée récréative et de retrouvailles des filles et fils de la localité vise à prôner la paix et le vivre ensemble. Chers parents, au sein de l'équipe, nous avons pu donc maintenir la cohésion que vous avez souhaitée.
Aujourd'hui, vous voyez la population ici réunie du département de Mayakro, Bassawa, des Prikro, un peu de partout, parce que justement, nous avons su créer cette cohésion et la mission, elle est noble, certes difficile, mais il s'agit donc de travailler pour Satama Soukoura. La municipalité a bénéficié du soutien des cadres de la localité qui encouragent l'initiative. Au-delà de la politique, nous sommes des frères. Au-delà de la politique, nous avons un objectif commun, le bien-être de notre population. Et ce bien-être ne peut être efficace que lorsque nous nous sentons frères, lorsque nous nous mettons ensemble. Cet esprit qui anime Monsieur le maire doit faire tache d'huile dans notre département, dans notre région. Cette soirée récréative et de retrouvailles dénommée Sambé Sambé de la Tabaski est à sa première édition. Le conservateur général Adama Tondosama, directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, fils de la localité, a rehaussé la cérémonie par sa présence. Et maintenant, place à un tableau d'unité. Catholiques, musulmans et évangéliques unis sur une même scène avec un même message. Préserver la paix au Palais de la Culture. L'appel du mouvement Objectif Paix en Afrique résonne fort alors que les échéances électorales approchent. On en parle avec Abigail Niava et Sephora Zeki. Dans la salle à Noumambo du Palais de la Culture, religieux musulmans, catholiques et évangéliques se tiennent côte à côte. Ils participent à un grand rassemblement d'appel à la cohésion, au dialogue et à la coexistence pacifique. Allah pouvait faire de nous des différents pères, mais Allah nous a donné Adam comme le père de l'humanité. Et après, le prophète Mohammed, qui est notre référence, a travaillé avec tous les chrétiens, les juifs de son temps, en harmonie dans la paix. Donc il est temps de préserver vraiment cette paix. Nous venons de vivre le grand commandement que Dieu nous a communiqué, celui de nous aimer les uns les autres. Donc j'invite chacun à s'inscrire dans ce mouvement qui a été lancé. Ce mouvement œcuménique s'inscrit dans le cadre d'Objectif Paix en Afrique. Le pasteur Wilfried Zawi, initiateur de la plateforme, précise le sens de la démarche. Les hommes passent, mais notre nation reste. Et avec notre nation, son histoire, on a la capacité d'écrire cette histoire-là d'une certaine manière avec des lettres de noblesse. Alors pour ma part, nous devons veiller réellement à pouvoir préserver la cohésion sociale et s'arranger, peu importe nos divergences, à pouvoir faire face réellement à ce défi électoral, mais dans la calmie, dans la paix. Les responsables religieux insistent. Les acquis du pays restent fragiles. Les écoles, les hôpitaux, les routes construites peuvent disparaître si la stabilité n'est pas préservée. D'autres rassemblements sont annoncés. Objectif Paix en Afrique ambitionne d'étendre cette dynamique à l'échelle de la sous-région. Et un seul mot d'ordre demeure, la paix. Chez les chrétiens, foi et jeunesse font bon ménage. Les enfants et adolescents se préparent à porter haut l'évangile du Christ à travers une compétition spirituelle baptisée Gamé pour Jésus. Et oui, le message s'adapte aux jeunes générations avec du slam, du chant, mais aussi du théâtre. C'est un rendez-vous que présente David Soyo. Les enfants et adolescents au centre de l'évangélisation, c'est l'objectif de la compétition baptisée Gamé pour Jésus. Un concours socio-culturel pour annoncer l'évangile par les arts et créer un espace d'expression et de détection de talents pour l'œuvre de Dieu. Cette compétition concerne précisément les enfants dont l'âge oscille entre 5 et 17 ans. Notre objectif est de faire en sorte que les talents de la génération suivante servent à propager l'évangile. À travers Gamé pour Jésus, nous avons pour objectif de lever une génération de Gamé pour Jésus, c'est-à-dire une génération qui aime et craint Dieu. 5 disciplines sont à l'honneur: slam, imitation d'artistes gospel, théâtre, live musical et danse. Je pense que cette initiative Gamé pour Jésus permet aux enfants de pouvoir mieux se rapprocher de Dieu. Pour l'édition 2025 de Gamé pour Jésus, 150 enfants sont attendus. La compétition démarre le 2 et prend fin le 30 août prochain. Le lauréat repartira avec une cagnotte de 1 million de francs CFA. Et à présent, du sport, en sport de glisse, la Côte d'Ivoire décroche sa toute première médaille mondiale en patinage artistique. Une médaille d'argent remportée par l'Ivoirienne Yéné Corina Soro-Bonatti à l'occasion de la finale de la Coupe mondiale de l'artistique international Series qui s'est tenue du 7 au 15 juin dernier en Italie. Elle a obtenu le score impressionnant de 192,50
4 points et les vice-championnes du monde de patinage artistique. L'actualité hors de nos frontières avec le Mozambique qui commémore ce jour ses 50 ans d'indépendance. 25 juin 1975, le Mozambique accédait à l'indépendance après 5 siècles de colonisation et 10 ans de guerre de libération contre le Portugal. Et une célébration qui est entachée par des enlèvements d'enfants. Ils sont plus de 120 à avoir été enlevés depuis le début 2025. Ils ont été enlevés par un groupe armé affilié à l'État islamique dans la province de Cabo Delgado. Human Rights Watch interpelle le gouvernement mozambicain et appelle à renforcer la prévention des enlèvements, poursuivre aussi dans le pays les responsables et offrir un soutien médical et psychosocial adapté aux survivants des différentes attaques terroristes. Et voilà, c'est le dernier mot de ce journal. Et on ne saurait achever avec sans rappeler cette pensée du père fondateur qui disait que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et dans notre pays, rien de grand ne peut se faire sans la coopération fraternelle. Restons solidaires. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Bon après-midi sur RTI 1.